Bonjour. OK. Je vous remercie d'abord de votre intérêt pour le public enfant. Je me présente, je suis Raïssa Elena Vlad, je suis professeure de français depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis formatrice pour le FLE précoce, pour le public jeune et très jeune, et je suis auteure de manuels scolaires pour la maison d'édition littéraire. Voilà. Je commence. Aujourd'hui, pour parler de l'enseignement du FLE auprès du public enfant, on doit essayer de définir d'abord le public. Ensuite, on va parler de nos objectifs ou de nos attentes et on va voir qu'il y a peut-être parfois une petite différence. On va parler des approches qui se trouvent d'ailleurs dans le titre de ce séminaire et pourquoi pas des techniques. Le public enfant, tout le monde a tendance à penser que c'est ça. C'est une jolie classe, joliment rangée, je répète cela, je fais cela exprès, avec des enfants, des élèves bien sages, bien posés, qui lèvent le doigt quand ils veulent parler. Eh bien, si on ne fait pas attention, on risque très vite d'arriver à cela. Une classe en désordre, où les élèves vont dans tous les côtés et qui devient une tâche pénible pour l'enseignant. C'est pourquoi on accorde de plus en plus d'attention à ce type de public pour préparer les enseignants à travailler avec ces jeunes qui vont devenir les francophones de demain. Alors, comment faire pour ne pas risquer de tomber sur le petit chaperon rouge en poursuivant le loup? Voilà. Il faut se rappeler toujours, quand on travaille avec des enfants, que nous avons devant nous des élèves en construction. Ils ne sont pas encore vraiment élèves. Ils n'ont pas cette conscience de la tâche, du travail à faire à l'école. Ce sont des élèves en construction qui ont des besoins spécifiques. Ils ont besoin de bouger pour apprendre. Ils ont besoin d'être encadrés ou bien d'un cadre pour se sentir en sécurité et pour pouvoir intégrer toutes les choses qu'on veut leur transmettre en classe. Ils ont besoin, bien sûr, de jouer, mais ça, c'est déjà un sujet dont on parle beaucoup en FLE et je pense que dans la didactique de toutes les matières pour ces tranches d'âge et pas seulement, le jeu et son importance. Ils ont besoin de communiquer et d'être vus. Ça va un peu ensemble parce que si vous travaillez avec les petits, je suis sûre que vous avez rencontré ce gamin qui vient tous les jours ou toutes les fois qu'il vous voit, qui vient vous adresser des questions, vous raconter des choses, vous parler de sa vie. C'est ce besoin de communication qu'on doit prendre en compte à l'école et dont on doit profiter pour nos enseignements. Et être vu, c'est la fonction de la sociabilité, disons. C'est leur sortie, la sortie de la boule familiale. Et ils ont besoin d'être vus, c'est-à-dire d'être appréciés. En tenant compte de tous ces besoins spécifiques, on peut, disons, aboutir à avoir une classe comme celle de la première image et pas de la deuxième. Voilà, j'avais noté donc spécificité du public et j'avais noté aussi objectif par rapport aux attentes ou objectif égale attente. C'est peut-être à nous ensemble, à vous, à réfléchir à ce sujet aussi. Les objectifs sont, je vais commencer par le bas, plutôt impersonnels. Les objectifs sont ce qu'on appelle de nos jours compétences, oui. On les trouve très bien réglés dans le curriculum roumain et dans le cadre de référence pour les langues. Et les attentes,
Les attentes sont plutôt personnalisées. Ce sont des attentes que l'enseignant se crée, parfois sans s'en rendre compte. Des attentes qui sont, dans la majorité des cas, en rapport avec les objectifs, ou je l'espère bien, hein, mais des attentes qui doivent aussi être adaptées et réelles. Pour atteindre nos objectifs communicatifs, pour transmettre et former les compétences demandées par les programmes nationaux, par le cadre européen de référence pour les langues, par exemple, il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut adapter disons, la rigidité des objectifs académiques établis par le ministère de l'Enseignement ou par le cadre et les adapter au contexte, à la réalité de nos classes, de nos apprenants. Voilà. OK. Et on arrive enfin aux approches qui sont une sorte de cocktail, qui sont dictées par ce cocktail, formé du public, des objectifs et des attentes. Parce que c'est en fonction de ces trois composantes qu'on va décider sur la meilleure manière de présenter notre discipline, le français, notre matière scolaire, aux apprenants. En fonction des approches, et là, dans le titre de ce séminaire, il y avait, c'était noté approche plurielle, parce qu'on ne peut jamais utiliser une seule approche, disons. On n'a pas une seule méthode de travail en classe, mais on fait toujours un petit mélange pour arriver à nos fins. Et là, quand on parle du public enfant, donc on parle de, et je vais dire de nouveau, de jeunes qui ont besoin de bouger, de jouer, de chanter, de dessiner, de se faire voir par les autres, qui ne savent pas toujours se tenir sur place, qui ne savent pas écrire très bien, qui ne savent pas lire, et en plus qui n'ont pas cette conscience de l'utilité, disons, des langues étrangères. On a beau expliquer à un enfant que c'est bien d'apprendre le français parce que plus tard, il va travailler dans une entreprise francophone. Ça ne compte pas beaucoup pour lui. Alors, en travaillant avec ce public, on fait d'habitude un mélange des trois approches que j'ai notées là, en utilisant le français comme prétexte. Parce qu'avec les enfants, on ne va pas enseigner forcément le français, mais on va enseigner les arts, la musique, le sport, l'éducation physique et sportive. On va enseigner la lecture, les règles de vie, mais tout cela en français. Et peut-être que vous avez constaté, j'ai utilisé 3 fois le mot prétexte pour qu'il reste bien dans vos esprits. Alors, le français prétexte pour jouer nous conduit à l'approche ludique par le jeu. Dans ce contexte, ou au niveau de cette approche, le français a deux directions d'exploitation. D'un côté, c'est une langue outil parce que c'est le moyen de communication des règles, par exemple, mais c'est aussi une langue d'enseignement ou d'apprentissage avec des objectifs très ciblés parce que c'est un moyen de pratiquer la langue également. En fonction du type de jeu choisi, des contenus qu'on va mettre dans ce jeu, on peut atteindre des objectifs communicatifs langagiers. Voilà, et on peut former des compétences telles qu'elles sont décrites dans nos documents cadres. Deuxièmement, le français, c'est un prétexte pour faire des projets. Et là, on est en pleine approche actionnelle. De nouveau, nous avons d'un côté le français outil de travail parce que c'est notre moyen de communication de la tâche, par exemple.
est notre moyen d'encadrer le projet. Mais là aussi, on a un côté très ciblé sur nos objectifs, je veux dire, parce que le français, c'est aussi le moyen de mise en valeur des projets réalisés. Là où on parle, par exemple, de la présentation du produit final ou de l'exploitation finale du projet réalisé. Enfin, c'est un prétexte, le français, c'est un prétexte pour vivre ensemble et découvrir le monde. Et là, nous avons l'approche communicative. De nouveau, nous avons le français outil, langue-outil, parce que c'est par le français, c'est en français que les enfants sont invités à découvrir des règles de vie et à s'ouvrir vers les autres. Parce que tout ce qu'on fait en classe, quand on parle de la maison, de l'école, quand on décrit une personne, c'est s'ouvrir vers les autres. Et enfin, là aussi, nous avons un français très ciblé sur des objectifs spécifiques lorsque on met en place, disons, des pratiques communes. Et là, quand on parle de règles de vie, par exemple. Alors, dans une classe de français auprès d'un public enfant, et je n'ai pas fait la distinction de ce public en deux grandes catégories. Nous avons un public enfant dit précoce, c'est le public non lecteur. On parle du CP et on parle même de la première classe du système d'enseignement roumain. Et ensuite, nous avons un public lecteur débutant, un public enfant lecteur débutant qui a un peu gagné en indépendance, en autonomie, qui commence à maîtriser des rituels pour déchiffrer, décoder les messages du professeur et qui s'adapte beaucoup plus vite à nos exigences. Et là, je parle des classes 2, 3 et 4, oui, du cycle primaire. Voilà. Alors, dans toute classe de FLE, on va mélanger ces trois approches au moins pour transmettre notre message. Et notre message, même si je ne l'ai pas noté sur ces diapositives, notre message, c'est tout d'abord l'amour pour le français. Ensuite, c'est l'amour pour ce qu'on fait ensemble en français. C'est ce qui va encourager l'enfant à devenir de plus en plus conscient de son rôle dans son apprentissage. Et plus tard, les chiffres le disent, les statistiques le disent, il va se sentir plus à l'aise en français et il va faire disons, des acquisitions plus vite et de manière plus solide, disons, que les autres qui commencent un peu plus tard l'étude de la langue. Voilà. On a vu les approches, c'est le moment de, disons, parler un peu des techniques. Comment est-ce qu'on va s'y prendre en classe? On va jouer, on va faire des projets, on va, comme vous allez le voir, on va même approcher un peu les structures linguistiques et on va s'occuper aussi des structures communicatives ou des actes de parole. En parlant des jeux, il est très important de faire tout d'abord la différence entre le jeu ciblé et le jeu plaisir. Il y a deux types de jeux qu'on peut utiliser en classe. Le jeu ciblé, c'est le jeu qui met en œuvre des structures linguistiques ou communicatives inclus dans mes objectifs, disons, didactiques. Par exemple, je fais un jeu de mémoire avec les fruits parce que je veux que les enfants se familiarisent avec ce vocabulaire pour qu'ils puissent ensuite présenter leurs fruits préférés parce qu'on est toujours dans une démarche très communicative.
très centré sur l'expression surtout. Voilà. Mais il y a aussi le jeu plaisir, un jeu que j'ai déjà fait et que je répète, qui est un peu démuni, disons, d'objectifs académiques, mais c'est ma récompense, c'est le moment de plaisir qui va permettre aux apprenants et aux enseignants de se connecter et de créer ce lien qui va faire que les enfants aiment et choisissent le français plus tard. Le jeu n'est pas seulement important parce qu'il permet de travailler le vocabulaire, par exemple. Le jeu, il est important parce qu'il peut instaurer des routines communicatives très efficaces. Et c'est au moment de la transmission et de la mise en place des règles du jeu. Imaginez disons, la multitude de manières que vous pouvez utiliser pour expliquer les règles d'un jeu à un enfant. On peut le faire à l'impératif, on peut le faire à l'infinitif, on peut le faire par des phrases assertives, déclaratives, tout court. On peut le faire à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne. Et en variant la manière dont on transmet ces règles, on va confronter l'élève à différents types de messages qu'il va petit à petit être capable de retransmettre par lui-même. Là, je fais une toute petite parenthèse car on va parler, je vais vous présenter quelques jeux cadres un peu plus tard. Comment on fait pour transmettre ces règles? On le fait en langue cible ou bien on le fait en langue maternelle? Déjà, là, c'est un débat qui partage les spécialistes. Il y en a qui disent que l'immersion linguistique totale, c'est la meilleure solution pour apprendre une langue. Il y en a d'autres qui disent que l'enseignant a le droit de s'appuyer sur les compétences en langue maternelle des apprenants. Je ne sais pas où vous vous situez, vous. Je vais vous dire où moi je me situe. C'est difficile de transmettre les règles en langue cible. Parfois, ça a l'air impossible, mais cela ne l'est pas toujours. À la place de transmettre la règle d'un jeu à l'oral, on peut le faire en jouant, par exemple, en intégrant directement le jeu à côté des enfants. On va organiser le même jeu une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où les enfants ont bien compris les règles du jeu et ils commencent à prendre plaisir. N'oubliez pas que la transmission des règles et la mise en place du jeu, c'est un objectif en soi. Quand je veux jouer à un jeu de memory avec les fruits, je reviens vers l'exemple que je viens de donner. J'ai donc deux objectifs. D'un côté, je veux que mes élèves se familiarisent avec le lexique lié au thème, aux fruits, mais d'un autre côté, je veux qu'ils soient capables de comprendre et d'exécuter mes consignes. Voilà. Alors ça, c'est une technique. Et si c'est une technique, c'est que je peux utiliser le jeu en dehors du jeu. Je peux transformer tout dans un jeu. Je peux faire une lecture rythmée, par exemple, d'un petit texte. Je peux transformer un exercice dans un jeu de rôle. Je peux transformer une activité de, disons, production écrite ou de compréhension écrite en compétition. Parce que le jeu, c'est amusant parce qu'il implique cette compétitivité. Et les enfants sont très partants pour ce type de mise en contexte par rapport aux autres, de voir qui est le meilleur. Bien sûr, nous, on sait qu'il n'y a pas vraiment un meilleur dans la classe. On va faire en sorte que tout le monde soit content.
On ne veut pas avoir affaire à des enfants frustrés à la fin. Une autre technique, c'est la technique du travail par les projets, disons. De nouveau, la mise en place du projet fait partie de nos objectifs. Un projet, c'est quoi? C'est un travail qui s'étale sur une plus longue durée, qui comprend normalement plusieurs activités et qui finit toujours par une présentation, une soutenance devant les camarades de classe. Il ne faut jamais oublier cette dernière étape du projet car c'est peut-être la plus importante. Alors, à partir du moment où on annonce le projet, on est déjà dans l'exploitation et dans l'attente de nos objectifs communicatifs, dans la création de compétences, de compréhension pour passer ensuite à la production. Voilà. La mise en place du projet est aussi utile pour instaurer une routine de travail. Si vous allez adopter cette technique de classe, c'est-à-dire introduire les projets dans vos activités courantes en classe, vous allez voir qu'au bout pas au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, les élèves pourront se passer de cette étape de la mise en place de cette routine. Par exemple, un projet peut être un découpage, collage, coloriage d'une salade de fruits. Je reste aux fruits parce que c'est l'été et les fruits, c'est bon pour la santé. Voilà. Comment on va commencer? En préparant le matériel. Les enfants vont être invités à chercher les crayons de couleur, de telle couleur, les ciseaux, la colle, le papier. Tout cela déjà leur fait pratiquer la compréhension du lexique lié à la classe. Ensuite, on va exploiter les verbes associés aux activités de classe, colorier, découper, coller. Et enfin, c'est à la fin qu'ils vont exploiter le lexique du projet, c'est-à-dire les fruits, quand ils vont présenter la salade de fruits. Mais jusqu'à ce moment-là, ils auront déjà vu plein de choses en français et ils auront pu acquérir plein de compétences, pas seulement celles de la fin, du produit final. Il est très important aussi d'accompagner les enfants pendant la réalisation du projet. Quand on travaille avec un public plus âgé, avec des lycéens par exemple, ou de grands collégiens, on peut très bien énoncer le projet, les étapes de leur réalisation, de sa réalisation, pardon, et laisser les enfants, les élèves, les apprenants travailler et ensuite vérifier ce qu'ils ont fait. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les enfants. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, ils ont besoin d'être encadrés, d'avoir des règles. Et pour se sentir encadrés, il faut qu'on soit toujours à leur côté. Mon conseil, c'est de réaliser le projet en même temps que vos apprenants pour qu'ils soient capables de vous suivre, même s'ils ne comprennent pas très bien toutes les consignes, au moins au début, mais pas seulement pour cela, mais aussi pour qu'ils se sentent en sécurité ou confortables par rapport à leur produit final, à leur performance. Quand vous allez, par exemple, demander à un enfant de se dessiner, dessiner son portrait, il y a des enfants qui ont une intelligence visuelle plus développée, alors ils vont faire de très beaux dessins. Et il y en a d'autres qui vont vous tracer un ovale, 4 traits et c'est tout. En montrant que vous aussi, vous n'êtes pas parfait, que vous ne faites pas les meilleurs portraits ou peut-être que vous ne faites pas le meilleur collage ou que vous ne chantez pas toujours le mieux de la classe,
vous allez mettre en sécurité et donner courage et envie de participer à ces enfants qui sont, je ne sais pas, c'est la chaleur, à ces enfants qui ne sont pas très sûrs d'eux et que vous risquez de perdre, enfuis dans leur timidité ou engloutis par leur timidité plutôt, et de les perdre pour toujours. L'accompagnement est très important. Et je reviens sur la mise en valeur des résultats ou des produits du projet. J'ai déjà évoqué cet aspect. Je vais l'évoquer de nouveau et encore une fois, peut-être à la fin de la présentation, parce que j'ai vu plein de situations où les élèves étaient invités à faire des choses extraordinaires, juste pour les prendre en photo à la fin et c'est tout. Alors là, j'ai perdu la moitié, disons, de la richesse de mon projet parce que je reviens vers les besoins de l'enfant. Ce n'est pas seulement l'objectif lexical que j'ai raté. Par exemple, là, je peux vous présenter, j'ai un très joli aquarium. Et bien sûr, les enfants qui l'ont fait ont présenté les poissons, les algues, les couleurs et tout cela. J'ai bien atteint mes objectifs communicatifs, la description d'un animal par sa taille, sa couleur, son environnement. Mais en même temps, ce que j'ai fait, je leur ai permis de se montrer aux autres, de montrer ce dont ils sont capables, d'être intégrés par le groupe de ceux qui aiment les poissons rouges, le groupe de ceux qui ont préféré les pieuvres ou les requins, par exemple. Donc, ce besoin de l'enfant, il est aussi important que l'aspect, disons, linguistique, didactique, FLE de ma démarche. Je reviens en classe de FLE auprès du public enfant. On n'est pas seulement professeur de français, ou on n'est même pas du tout professeur de français. On est guide dans le développement harmonieux de l'enfant. En français, c'est vrai. Alors, ne jamais oublier cette étape très importante. Je n'ai pas noté cela dans ma présentation, mais peut-être que vous allez vous poser la question ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais quelle présentation faire avec des enfants qui ne parlent pas français? Nous allons voir un peu plus tard que la production orale passe par deux étapes avant de devenir spontanée dans sa troisième étape. Donc, n'ayez pas peur, disons. Vous allez très bien jouer votre rôle de souffleur. Et là, vous allez vraiment renforcer la confiance de l'enfant pour qu'il participe aussi bien en français qu'au moment de la présentation de ce projet. Je vois la question. Je vais répondre à la fin, OK? Je vois déjà une première question. Une autre technique, disons. On a bien joué, on a bien rigolé, on a fait des projets, mais je sais que les professeurs, en temps général, se soucient des structures linguistiques et communicatives qui doivent être transmises. Et alors, on se pose souvent la question, et moi aussi, je me la pose, comment faire? Comment faire pour apprendre aux enfants non pas seulement à comprendre et à parler en français, disons, mais à le faire de manière correcte. Eh bien, tout au long de cette étape de leur scolarité, du cycle primaire, lorsqu'on les appelle encore enfants, parce qu'à partir du collège, ils deviennent des préadolescents et ensuite des adolescents. Donc, les enfants, c'est du CP à la 4e classe. La transmission des structures linguistiques se fait de manière implicite. Bien sûr, ils n'ont pas encore les compétences
en langue maternelle, ils ne vont jamais comprendre que, je ne sais pas, je parle, c'est un verbe. Que je finis, c'est un verbe du deuxième groupe ou un verbe, un IR. Qu'il existe un féminin ou un masculin, ils vont comprendre, mais un peu plus tard. Alors, alors que cette transmission implicite se déroule depuis le CP. C'est un apprentissage par imitation, par répétition qui va avoir lieu et qui va aboutir à des structures linguistiques correctes chez le jeune apprenant. Bien sûr, plus tard, quand on va commencer à introduire, disons, des petites capsules grammaticales au collège, plutôt, ou en fin de primaire, en quatrième classe si vous voulez, mais là, c'est vraiment des minuscules capsules. Voilà. À ce moment-là, la transmission des règles va se faire de manière plus cohérente, plus facile, plus rapide. Parce qu'en utilisant, à force d'avoir utilisé ces structures de manière correcte pendant une période de temps, l'enfant va comprendre beaucoup plus vite comment faire pour transférer la règle théorique, disons, dans sa pratique de classe ou quotidienne. C'est aussi un apprentissage intuitif. C'est comme on le fait pour apprendre sa langue maternelle. Parfois, les enfants nous surprennent avec leur intuition. Et c'est aussi un apprentissage anticipatif qu'on va, ou plutôt un enseignement anticipatif qu'on va mettre en place au cycle primaire. Si vous allez ou si vous avez déjà feuilleté des méthodes ou des manuels scolaires et même les manuels de la maison d'édition Littéra, vous avez vu qu'il y a des leçons où les structures peuvent avoir l'air un peu trop complexes. Des structures où l'on emploie le futur, par exemple, ou le passé composé. Et il y a des enseignants qui, à raison peut-être, se posent la question, comment est-ce que je vais expliquer le passé composé à un enfant de 9 ans sans lui avoir expliqué le présent ou quand on parle de cette transmission implicite des règles de grammaire. Alors, rassurez-vous, tout ce qu'il y a dans les manuels ou tout ce qu'il y a dans les méthodes ne doit pas être forcément expliqué. Ce n'est pas aussi par erreur qu'on a mis là du passé composé ou bien du futur proche ou du futur simple. C'est pour répondre ou pour employer cette, disons, technique de l'apprentissage anticipatif. En entendant un verbe au passé composé à plusieurs reprises, l'enfant a tendance à imiter et donc à l'utiliser lui aussi. C'est pourquoi au moment où en cinquième ou en sixième classe, quand on va lui expliquer ce que c'est en effet cette forme verbale, cette action déjà déroulée et achevée, il va comprendre beaucoup plus vite et il va intérioriser, disons, la règle aussi de manière plus rapide. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec les structures communicatives? Quelles techniques, disons, utiliser pour travailler les actes de parole, les actes de langage, pour former ces compétences communicatives qu'on retrouve dans nos documents cadres? Eh bien, ces structures communicatives, elles commencent à être travaillées du moment où on établit un cadre pour nos apprenants. Je vous parlais déjà du cadre, je vous parlais déjà de routine de travail. Alors, la routine liée au projet, c'est une routine, mais il y a aussi d'autres types de routines qu'on peut établir en classe pour encourager l'acquisition de ces actes de parole.
Pour le public très jeune enfant, CP, première, deuxième classe, je recommande même d'instaurer des routines du type école maternelle. La routine pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, la routine pour ranger ses affaires, la routine pour parler de son humeur, par exemple, pour parler de la météo. Et ces petits moments qu'on inclut dans nos séances, des moments répétitifs, vont faire que ces structures communicatives de base vont se former et vont être utilisées au bout de quelques temps, même spontanément par nos apprenants. Enfin, pour bien travailler ou pour bien transmettre les actes de parole qu'on veut travailler en classe, on doit s'appuyer sur des contextes réels. C'est pourquoi ces routines sont extrêmement importantes et extrêmement utiles de mon point de vue. Mais pour sortir un peu de la classe, parce que si vous travaillez avec un public enfant, vous avez vu en troisième, en quatrième, on s'éloigne un peu du vocabulaire de classe. Et en quatrième, on commence même à partir du moi et à s'ouvrir vers les autres. Tout en s'ouvrant, tout en s'éloignant, en partant du concret et en se dirigeant à petits pas, c'est vrai, vers l'abstrait, il faut garder un contexte réel et un contexte proche du niveau de compréhension et de développement émotionnel de l'enfant. Exemple, si vous voulez, c'est inutile d'essayer d'apprendre à un enfant d'aller acheter disons, des tickets de train ou d'avion, de réserver au restaurant, parce que ce ne sont pas des situations auxquelles les enfants se confrontent en général. Même si, du point de vue des actes de parole, ces contextes sont assez faciles à approcher. Mais pour l'enfant, ces contextes ne parlent pas. Il va certainement avoir des difficultés de compréhension et ensuite des difficultés d'exploitation des structures. Par contre, si vous demandez à vos apprenants d'écrire un jouet qu'ils aiment bien, d'aller acheter une glace dans un parc d'attractions et d'essayer de jouer le dialogue avec un camarade, ou d'écrire une carte postale adressée aux grands-parents ou un message plutôt adressé à un autre camarade ou à un copain. Ce sont des contextes qui, en s'éloignant un tout petit peu du moi et de l'environnement immédiat de l'enfant, restent quand même dans sa réalité. Voilà. Je vous promettais dans l'annonce de ce séminaire et au début de ce séminaire des jeux cadres. On n'a pas beaucoup de temps, donc je fais la course dans tout ce que j'ai préparé. Il y a deux types, disons, de jeux cadres. Des jeux qu'on peut très bien organiser en classe, qui n'implique pas beaucoup la motricité des apprenants, le mouvement. Et il y a des jeux qui ont une double visée. D'un côté, l'aspect linguistique, formation des compétences, mais il y a aussi qui ont aussi un aspect ludique accentué que les enfants vont adorer faire. Pour ce qui est de la première catégorie, quelques jeux cadres, vous avez d'un côté où le premier jeu que vous pouvez utiliser, c'est le jeu de mémoire ou le memory. Avec la pandémie, j'imagine que presque tout le monde a découvert les outils numériques qui servent à créer ce type de jeu de mémoire.
Il s'agit de présenter aux apprenants des cartes images ou des cartes avec des mots écrits. Là, vous pouvez toujours varier. De retourner ensuite les cartes et de leur faire deviner les paires, par exemple. Pourquoi faire? Juste pour jouer, pour qu'ils exercent leur mémoire? Eh bien, oui, d'un côté, mais non. C'est aussi pour qu'ils parlent, parce qu'à chaque fois qu'ils découvrent une paire, ils doivent nommer ce qui est sur ma carte image ou sur la carte où il y a des mots écrits. Je peux adapter un jeu de mémoire pour servir à la formation de compétences de compréhension écrite, par exemple. Je peux utiliser un jeu de mémoire même pour la compréhension orale. Il s'agit de mémoire sonore ou de l'autosonore un peu plus tard. Et je peux toujours utiliser un jeu de mémoire pour l'expression orale parce que, par exemple, à la place de me nommer les paires de fruits découverts, je peux demander à mes apprenants d'employer ces mots dans des phrases, d'exprimer leurs préférences par rapport aux fruits qu'ils découvrent dans un jeu de mémoire lié aux fruits, etc. Un jeu de Kim, c'est toujours un jeu de mémoire, mais un peu modifié. C'est un jeu où on montre aux apprenants une suite d'images, de cartes. Je répète avec des images, des mots. Et ensuite, on les retourne. On demande aux apprenants de fermer les yeux pour qu'ils ne voient pas ce qu'on fait. Et des images montrées, on en retire une. Les élèves doivent se rendre compte quelle est l'image qui a disparu. C'est un jeu qui met en place, qui est basé de nouveau sur la mémoire de l'enfant, sur son esprit d'observation, qui met en marche, disons, l'intelligence logico-mathématique de nos apprenants, mais aussi l'intelligence linguistique, parce qu'il faut vraiment nommer l'image disparue, ce qu'il y avait dans l'image disparue. Le jeu de loi, c'est un jeu qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter presque dans tous les contextes lexicaux, qui peut très bien servir de bilan final, de révision à la fin d'une unité ou à la fin d'un module ou à la fin de l'année scolaire, qui peut être même une manière ludique d'évaluer les compétences acquises. Le jeu de loi, c'est le Piticote roumain. On n'a qu'à le fabriquer en fonction de nos besoins. C'est pourquoi on appelle ça des jeux de cadre, parce que les jeux de mémoire de Kim, de loi, le loto bingo peuvent être exploités en plusieurs circonstances. Ce ne sont pas des jeux déjà faits, ciblés. Ces jeux exigent un peu plus de travail de la part de l'enseignant, mais une fois créé le jeu, on peut très bien l'exploiter les années d'après. Voilà. Ensuite, les jeux qui sont un peu plus ludiques parce qu'ils impliquent le mouvement. Les enfants peuvent bouger. Je commence par le jeu du milieu, c'est le jeu de mime. C'est un jeu que vous pouvez faire toujours en classe. C'est le jeu classique d'ailleurs, mais là aussi, vous pouvez varier vos objectifs parce que les enfants peuvent mimer un mot, ils peuvent mimer une phrase, ils peuvent mimer seul ou à plusieurs en fonction de vos besoins et de vos objectifs, de ce que vous poursuivez avec ce jeu. On a aussi le jeu du béret, mais ce jeu-là, il est plutôt à jouer dans la cour de l'école. Et je vous encourage vivement à sortir les élèves de la classe autant que possible pour faire sortir le français de la classe également. Le jeu du béret est aussi un jeu qui peut être adapté parce que je peux
varier les structures lexicales que je vais utiliser dans le jeu. Pour faire court, il s'agit de diviser les élèves dans deux équipes. Nous aurons l'enseignant a un béret ou un ballon, ou voilà. On place les deux équipes l'une face à l'autre, deux lignes comme ça. Et chaque membre, les deux équipes doivent être égales. Chaque membre de l'équipe se voit assigner un élément, un numéro, une couleur, un fruit, un moyen de transport. Et je vais assigner les mêmes éléments à l'équipe de gauche et à l'équipe de droite. Je vais mettre le béret au milieu et ensuite je vais lancer, j'appelle la couleur rouge, j'appelle le numéro 3, j'appelle les bananes. Les deux élèves des équipes qui s'opposent, qui ont reçu l'élément que j'ai nommé, vont devoir aller chercher le béret le plus rapide à un point pour son équipe. Je suis sûre que vous, ou peut-être que vous n'allez pas vraiment retenir ces explications des jeux, mais je me suis dit que en sachant maintenant le nom du jeu, vous allez trouver facilement les règles sur Internet sans souci. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un jeu du type jeu du béret, où il y a le meneur du jeu, qui est en général le professeur, malheureusement. Et les enseignants ne font que courir lorsqu'ils entendent un mot-clé ou une structure clé. Ce n'est pas seulement un jeu de compréhension qui vise à faire pratiquer la compréhension. Pas du tout. Parce que le professeur ne doit pas être toujours meneur de jeu. Il peut très bien laisser sa place à un enfant. Il doit laisser sa place à un enfant au bout d'un moment et passer à un observateur, arbitre, si vous voulez. Et cet enfant ou les enfants, à tour de rôle, doivent être meneurs de jeu. Ils doivent appeler, par exemple, les éléments. Ou pour le jeu des chaises musicales, ils doivent la même chose faire, appeler les éléments qui vont changer de place, par exemple. Ça correspond à deux objectifs. D'un côté, bien sûr, l'apprenant va pratiquer des structures linguistiques, communicatives, ciblées et figées, donc il va pouvoir facilement les répéter après avoir joué 2 ou 3 fois. Mais d'un autre côté, ça permet de sortir, de vraiment sortir le français de la classe. Parce que si les enfants aiment bien le jeu du béret en classe, comme ils l'ont appris en français, ils vont avoir tendance à le pratiquer en récréation toujours en français, sans faire le transfert vers le roumain. De même pour les chaises musicales. Mais surtout le jeu du béret qui n'est pas un jeu très connu en Roumanie, qui n'est pas très joué par les enseignants du cycle primaire ou par les enfants spontanément dans la rue comme ça. Il faut de temps à autre essayer de trouver des ressources, des supports que les enfants ne peuvent trouver qu'en français pour transformer le français en élément d'appui pour jouer, pour avoir accès à ce type de support. Voilà. Le jeu des chaises musicales, vous connaissez le principe, sauf que ce principe où il y a autant de chaises que d'élèves, les élèves dansent et quand on arrête la musique, tout le monde doit s'asseoir, mais on va retirer une chaise, il y a un élève sans chaise et de là, c'est voilà, l'enjeu du jeu, disons. Eh bien, ce type de jeu peut être adapté. On peut adapter son nom et aussi son contenu en fonction de nos besoins. Un exemple que vous allez trouver dans les manuels de la maison d'édition Littéra, c'est la salade des fruits, la salade de fruits. Les élèves, les élèves reçoivent chacun un fruit
et on les installe sur des chaises autour du meneur du jeu, qui est pour commencer le professeur, l'enseignant. Et ensuite, on demande aux élèves de changer de place. Les bananes et les fraises changer de place, les fraises et les citrons changer de place. Et à un moment donné, on peut dire salade de fruits. Alors, tous les fruits doivent changer de place. On retire une chaise et il y aura certainement un élève qui ne va plus trouver de place. Cet élève-là devient le meneur de jeu, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire. Il va répéter des structures pour donner des ordres, par exemple, changer de place. Il va répéter les noms de fruits et il va devoir le faire de manière plus ou moins autonome. Voilà, des jeux cadres. Je continue. Des jeux cadres, mais adaptés à nos classes spécifiques, vous allez trouver dans les manuels aussi. Par exemple, là, et je vais vous montrer. Nous utilisons, nous, et quand je dis nous, je dis moi et mes collègues qui ont participé à la rédaction de ces manuels, nous utilisons beaucoup de jeux de mimes, de jeux de mots, des devinettes et des jeux d'observation, de labyrinthe, parce que les enfants sont déjà habitués à ce type de jeu, ils connaissent, ils comprennent facilement les règles et ils aiment bien jouer à ces jeux. Sans oublier que tout jeu a quand même soit une visée communicative, la formation d'une compétence, soit si c'est un jeu qu'on fait juste pour un moment plaisir, on ne doit pas en abuser, disons, en faire abus. C'est-à-dire, on va laisser les enfants jouer pendant 5 minutes, mais pas pendant toute la séance. Par contre, si mon jeu a vraiment une visée didactique, je peux faire une séance entière autour d'un jeu. Les projets, je notais un peu plus haut aussi les projets parmi les méthodes de travail en classe qui peuvent servir à plusieurs objectifs. On peut les utiliser pour évaluer les apprenants, pourquoi pas. On peut les utiliser comme prétexte pour leur faire découvrir le monde et pourquoi pas pour des moments de nouveau plaisir parce que les enfants à cet âge-là aiment bien, sont plutôt artistes, ils aiment bien bricoler et montrer ce qu'ils ont fait. Vous avez là l'exemple de 2 projets. L'un est proposé par le manuel pour la 3e classe, celui de droite. Et l'autre, c'est un projet proposé par le manuel pour la 4e classe, celui de gauche. J'ai déjà dit, le projet, il est très bien encadré. On présente à l'apprenant toutes les étapes à faire. On présente à l'apprenant aussi le résultat final attendu et pourquoi on le fait. Parce que déjà en langue maternelle, les enfants à cet âge-là n'ont pas cette capacité de comprendre des choses abstraites, juste ou seulement parce qu'on fait la description d'un dromadaire. Les apprenants qui n'ont jamais vu de dromadaire ne vont pas pouvoir imaginer l'aspect de cet animal. Par exemple, je ne peux pas demander ou on ne peut pas demander à des apprenants de construire une roue des activités, par exemple, sans leur avoir présenté cette roue des activités, ce qu'on attend d'eux, tout en leur disant ou en accentuant le fait que toute production est bonne. Là, nous avons des exemples, mais leur créativité est toujours valorisée et respectée, bien sûr. Alors, je vous disais, là, nous avons la roue des activités de Mati.
C'est un projet qui vise à valoriser les structures acquises, des structures qui aident l'apprenant à parler de ses activités préférées. On va en même temps revoir de nouveau les couleurs, les nombres, l'humeur, les goûts et les préférences, etc. À gauche, c'est un projet un peu différent. Moi et ma collègue, Madame Cristina Grigore, nous avons pensé à proposer des cartes mentales pour toutes les unités du manuel. Le manuel compte 6 unités, donc vous allez y retrouver 6 cartes mentales à créer avec les apprenants. Et pourquoi des cartes mentales? Parce que ce sont un moyen très dynamique, très subjectif, en même temps très cadré, de présenter ses acquis à partir de son point de vue personnel. Parce qu'à chaque fois, la carte mentale présente mon pays, mes loisirs, ma ville, etc. Tout est à la première personne. La carte mentale, c'est un outil très exploité en général. On avait pensé qu'il n'était pas assez exploité en FLE auprès du public enfant surtout. Et voilà qu'on propose là aux enfants de créer une carte mentale et de la présenter devant les camarades. Là, c'est par exemple une carte mentale par rapport à leur pays, à mon pays. Et cela parce que on est à la fin d'une unité où l'on parle de l'école, des traditions, des nationalités, etc. Donc, les enfants vont avoir la possibilité d'exploiter tout ce qu'ils ont vu et de transmettre, de transmettre des informations, disons, personnelles, de leur contexte personnel, en exploitant les connaissances acquises. Voilà. Alors, on a parlé des jeux, on a parlé des projets, et là, au niveau des techniques ou de ce qu'on fait effectivement en classe, on aboutit aussi aux structures linguistiques communicatives, les deux dernières choses que j'avais mentionnées. Ces structures linguistiques communicatives sont construites ou choisies bien sûr, dans le curriculum roumain et dans le cadre européen commun de référence pour les langues, et sont orientées dans 4 directions: compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Ce n'est pas nouveau pour vous, j'en suis sûre. Mais ce qui est peut-être nouveau ou ce que je veux accentuer, c'est qu'il faut veiller à ce que toutes ces 4 compétences soient formées chez les apprenants sans en négliger aucune. Bien sûr, la compréhension orale, c'est la plus facile à traiter finalement. C'est une constante dans la vie de nos apprenants parce qu'ils doivent toujours comprendre ce qu'on dit. C'est la voix du professeur qui fait écho dans leur tête, voilà, en langue étrangère. Mais par contre, on doit aussi veiller à ce qu'ils aient accès à une voix authentique. Par exemple, dans les manuels de Littéra, il y a des manuels réalisés en collaboration avec les éditions Hachette. Il y a beaucoup de documents sonores en français authentique, des chansons, des comptines, des poésies. Tout cela va baigner l'enfant dans un environnement francophone très proche du réel. Qu'est-ce qu'on fait avec la compréhension orale? Comment on vérifie la compréhension orale? Eh bien, on n'est pas encore au niveau supérieur. Les enfants ne vont pas répondre à nos questions. Les enfants ne peuvent pas écrire des réponses en fonction de ce qu'ils entendent. Par contre, ils peuvent montrer des images, ils peuvent faire les gestes demandés, ils peuvent colorier dans la couleur demandée, etc. La compréhension est manifestée en faisant des choses et pas en répondant à des questions dans la plupart des cas ou des situations. Là, vous avez un exemple.
écoute et montre le livre, c'est peut-être un peu plus difficile, mais le professeur doit vraiment se promener dans la classe et veiller à ce que les enfants montrent le bon livre. Voilà. La compréhension écrite. La compréhension écrite se fait par intuition, par anticipation et dans la majorité des cas est accompagnée par des images. Comment on vérifie la compréhension écrite? De la même manière que la compréhension orale. Là, vous avez des exemples tirés du livre, du manuel pour la 4e classe. Donc déjà, les textes sont un peu plus complexes, un peu plus longs, je veux dire, parce qu'en 2e classe, par exemple, les élèves doivent comprendre des mots, tandis qu'en 4e, ils doivent déjà comprendre des phrases et même des tout petits textes. Mais même s'ils ont l'air comme ça bien imposants, voilà, c'est le premier mot qui me passe par la tête, c'est par intuition et anticipation et grâce aux images que les enfants vont réussir à réaliser les tâches et à associer, par exemple, les phrases aux images, etc. Enfin, la production orale, c'est peut-être la chose la plus difficile à mettre en place en classe ou dans un cours de FLE, c'est le passage de la compréhension à la production. Eh bien, cette production, elle est d'abord répétée, ensuite encadrée et à la fin spontanée. L'enfant ne va pas directement parler avec nous en français, mais il peut très bien répéter des mots, ensuite des structures et ensuite des phrases entières pour se créer des routines. Voilà. Ensuite, encadrer, c'est-à-dire il faut vraiment offrir le contexte, les personnages, le cadre très précis de la communication aux apprenants. Et enfin, spontané, ça vient vraiment en 4e classe, je dirais, lorsque l'enfant peut être capable d'écrire un petit objet, d'entrer en dialogue avec quelqu'un sur des choses très basiques. Voilà. Là, nous avons 2 exemples d'activités de production orale. Les deux sont très bien cadrés. La première est cadrée par une image, aide le bus scolaire à trouver le bon chemin pour arriver à l'école. Oui, c'est un labyrinthe, mais oui, c'est aussi une activité de production orale. Si je m'attends à ce que mon apprenant sache dire, il va tout droit, à gauche, à droite, etc. Et la deuxième, c'est le type d'activité que vous connaissez déjà. Tu veux inviter ton ami chez toi, tu lui donnes ton adresse, tu indiques le chemin, les moyens de transport, joue le dialogue. L'enfant peut très bien trouver les éléments qu'il doit inclure dans sa production orale. Il trouve tous ces éléments dans la consigne. Ce n'est pas vraiment une production orale encadrée, mais elle n'est pas encore spontanée non plus. Voilà, elle est entre les deux. L'apprenant, il est en cours de route. Enfin, la production écrite va suivre le même schéma, disons, copier, imiter, spontané. Si vous travaillez avec un public enfant, vous avez vu qu'on propose dans les manuels pour la 1e ou la 2e classe des exercices où les enfants doivent tout simplement copier des mots. Ensuite, ils doivent imiter des phrases ou ils doivent compléter des phrases. C'est toujours une sorte d'imitation. Et la production écrite spontanée n'apparaît que vers la fin du cycle primaire. Et là, quand je dis que ces types de production apparaissent, je ne me rapporte pas du tout à la correction de ces types de production. C'est-à-dire, à ce niveau-là, j'ai noté la curriculum plus cadre européen. Et cadre européen, c'est les niveaux d'ELF, bon, A', A1.1 ou bien A1, là où la correction linguistique n'est pas encore exigée. Les élèves peuvent écrire avec des phonèmes, disons,
avoir une écriture phonétique jusqu'à la fin de la 4e classe, c'est permis. Encore quelques exemples d'exercices, oui, d'activités de production écrite. En effet, nous avons une activité, un exercice ou 2 activités. N'oubliez pas que le dessin, avec des mots copiés sous le dessin, c'est aussi une activité de production écrite. Je dois me dépêcher un peu pour passer à l'évaluation. Comment on évalue les enfants? On peut mettre en place, bien sûr, qu'on fait une évaluation continue. Ce type d'évaluation se fait normalement par projet. Pas seulement les projets que je vous ai montrés, proposés en fin d'unité, mais aussi des petits projets en classe qu'on peut faire toutes les 2 semaines. Et enfin, j'ai noté une évaluation formelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle une évaluation de fin de module et une évaluation avec une structure très claire où on accorde des points, des notes, je ne sais pas, pour aider l'enfant à se repérer un peu dans son apprentissage ou par rapport à son apprentissage. L'évaluation va être donc construite par rapport aux compétences du cadre et du curriculum. Elle va être, en général, les enfants à cet âge-là sont déjà capables de s'auto-évaluer. Donc, pourquoi ne pas intégrer l'auto-évaluation dans nos routines? L'évaluation va être faite en contexte. Ça ne sert à rien d'évaluer si les enfants connaissent par exemple, le masculin ou le féminin ou tout simplement le nom des fruits, il faut leur offrir un contexte parce que nous sommes dans cette démarche communicationnelle, même au niveau du primaire. Et pourquoi ne pas prendre en compte la préparation des examens DELF? Ça peut motiver les apprenants, ça peut les encourager dans leur apprentissage. Sachant que ça peut aussi leur apporter un diplôme international, mais ça contribue surtout à l'estime de soi, le DELF prime à 1.1 ou A1, que vous connaissez peut-être déjà. Alors, au niveau de l'évaluation, nos manuels proposent, ou moi, ce que j'ai proposé, ce que je propose à mes apprenants, une évaluation vraiment dans le contexte de l'unité, mais aussi dans le contexte du développement des 4 compétences. Bien sûr, on va faire cette évaluation ensemble si l'on veut, comme sans le stress d'un test. C'est une activité qu'on peut faire tous ensemble, mais pendant laquelle l'enseignant a la liberté d'observer comment les enfants se débrouillent. Voilà, comment ils se situent. Il peut les inviter à corriger eux-mêmes leur activité. Bien sûr, à cet âge-là, on leur montre, par exemple, pour l'évaluation 3, on leur montre la case, l'image correcte et s'auto-corriger, c'est-à-dire entourer la même case que le prof, mais ça donne un peu plus de confiance, ça rassure parce que le professeur n'a pas vu que je me suis trompée. Eh bien, le professeur, il a déjà vu parce que quand on travaille avec un public si jeune, on ne peut jamais rester assis. C'est l'une des règles de l'enseignement aux enfants. Et pourquoi pas donc des espaces de préparation du DELF prime à 1.1 ou bien A1 que on a proposé grâce à nos collaborateurs de chez Hachette. On a proposé à la fin des 2 manuels et même des 3 manuels que je représente ici. Voilà. Avant de finir, n'oubliez pas que pour le public enfant, vous n'êtes pas professeur de français, mais vous êtes instituteur, acteur, conteur, musicien et surtout partenaire de jeu. Voilà, parce que c'est en jouant que l'enfant apprend, mais ce n'est pas seulement en jouant, mais c'est pour jouer. Si l'enfant aime jouer en français,
dans la classe de français ou avec vous, s'il aime chanter les chansons que vous lui proposez, s'il aime les activités que vous proposez en classe, s'il aime le livre qu'il ouvre devant ses yeux toutes les fois qu'il vous rencontre, alors il va apprendre le français pour pouvoir faire toutes ces choses-là, pour jouer, pour chanter, pour regarder dans le livre, pour vous rencontrer, parce que je suis sûre, et de mon expérience, je sais que tous les professeurs de français sont des présences très agréables en classe. Voilà. Je vous ai présenté un peu en cours de route les manuels de la maison d'édition Littéra, construit avec Hachette, l'éditeur de français langue étrangère, un éditeur que vous connaissez déjà. À la fin, je veux vous assurer que si vous choisissez, si vous avez l'occasion de choisir les manuels littéraires, je ne sais pas combien de vous travaillent avec les enfants, vous allez profiter de l'expérience de Hachette, très bien harmonisée avec l'expérience, mais aussi la connaissance de la réalité du système d'enseignement roumain, mais aussi du curriculum roumain. Vous allez trouver des auxiliaires adaptés, des cahiers qui vont accompagner chaque leçon du livre, qui peuvent servir de support pour, je ne sais pas, vous adapter si vous avez un public plus exigeant. Vous allez trouver aussi des guides et des documents support. Dans nos manuels, vous allez trouver une structure adaptée aux spécificités du public. Vous allez trouver toujours des activités de compréhension orale, écrite, production orale et écrite. Vous avez des jeux, des projets, des pages de découverte culturelle. Vous allez trouver un matériel adaptable au contexte de la classe, c'est-à-dire même si sur une leçon qui s'étale sur une double page, il y a 7 exercices, vous avez 1 ou 2 exercices du même type pour que vous puissiez choisir. Et comme chaque leçon s'étale devant vos yeux et devant les yeux de l'élève sur une double page, vous pouvez toujours choisir et organiser votre activité comme vous voudrez. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne en général, quel que soit le matériel que vous allez utiliser en classe. N'hésitez pas de l'adapter, de l'organiser en fonction de vos besoins et de votre public. C'est le plus important. C'est pourquoi j'ai commencé par les besoins. Aussi, les leçons ont une structure cadre, la même structure que nous avons mise en place dans le manuel pour la première classe, pour la deuxième classe, est reprise maintenant pour la troisième et la quatrième classe. À quoi ça sert? Eh bien, à l'établissement des routines de ce cadre qui va faire que les élèves se sentent en sécurité et de meilleure humeur pour apprendre. Vous allez, comme je disais, vous allez trouver, des jeux, des évaluations, des projets, etc., des pages d'approche interdisciplinaire. Là, vous avez l'exemple d'une double page. On commence par la compréhension orale pour finir par la compréhension écrite, la production écrite, etc. Ici. Mais vous avez toutes les activités proposées dans cette double page. Enfin, pour ne pas rencontrer le petit chaperon rouge en poursuivant son loup, n'oubliez pas de sourire, de vous amuser, d'être naturel, de bien vous préparer et de bien préparer vos séances parce qu'on n'a pas de pause quand on travaille avec les tout petits ou avec les petits, de ne pas oublier vos objectifs, de ne pas oublier que vous avez des attentes de vos apprenants, de vous habituer un peu au bruit parce que les enfants ne sont jamais calmes. S'ils sont très calmes, ce n'est pas bon signe. Et de respecter leur rythme. Voilà. Alors, en vous disant merci, je vais essayer de répondre à vos questions dans l'ordre où vous les avez adressées. Quelle méthode utiliser pour enseigner le FLE aux enfants qui ont des besoins spéciaux?
Ça dépend des besoins, pour ainsi dire, mais quand vous dites besoins spéciaux, je pense que ce sont des besoins avec des problèmes d'apprentissage ou de comportement, d'attention, des troubles d'attention. Il faut vraiment beaucoup jouer. Avec, oui, il faut beaucoup jouer parce que ce type de public, en général, que ces enfants aient des problèmes d'attention, que ces enfants aient des problèmes d'apprentissage. Ce sont des enfants qui n'ont pas beaucoup de patience. Ou bien ce sont des enfants qui ne sont pas très participatifs ou très coopérants. Voilà. Alors, le jeu, c'est la seule manière de les approcher un peu. Ensuite, le jeu, c'est pas vraiment la formule magique. Il y a moi-même, j'ai travaillé avec des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Ils aimaient bien, par exemple, copier des mots, ils aimaient bien dessiner, mais il y avait toujours un souci quand il s'agissait de la production orale ou de la production écrite. La spontanéité manquait parce que les compétences n'étaient pas bien, je n'arrivais pas à former vraiment des compétences communicatives, mais ces compétences, elles étaient déjà absentes en langue maternelle. Pour enseigner le FLE aux enfants qui ont de besoins spéciaux, il faut tout d'abord adapter les attentes. C'est pourquoi j'ai fait un petit équilibre entre objectifs et attentes, parce que nous avons tous tendance à suivre les objectifs, c'est-à-dire les compétences visées par les documents officiels, le curriculum et le cadre européen, mais parfois, la réalité de la classe ne correspond pas à cette, oui, ne correspond pas à ce que ces documents exigent de nos apprenants. Alors, quand mon élève doit, par exemple, apprendre à présenter une personne, s'il s'agit d'un élève vraiment spécial, alors je peux accepter qu'il se présente lui-même en disant le nom et l'âge et c'est tout. Déjà, ça peut être un résultat formidable, même si dans mon curriculum, je dois aussi lui faire apprendre, je ne sais pas, les vêtements, les parties du corps, etc. On va travailler à des rythmes différents en fonction de la spécificité du public. Je ne sais pas si je vous ai répondu. En tout cas, je ne suis pas vraiment spécialiste du travail avec les enfants avec des besoins spéciaux, mais je pense que le jeu, le ludique, s'appelait à tous les enfants. Comment fait-on avec la majorité des écoles qui commencent par l'anglais? Je ne sais pas comment faire, même si peut-être j'ai une solution pour vous. On peut toujours proposer un cours de français à option, mais là, il faut vraiment être bien soutenu par la direction de l'école. La direction de l'école doit être d'accord qu'on propose un cours à option, optionnel de français aux enfants au cycle primaire, parce que déjà, les institutrices, elles font des cours à option. Et il ne faut que transférer ce cours à option disons, du socle de l'institutrice vers le français. Là, c'est un problème vraiment institutionnel que j'aimerais régler moi aussi, parce que moi aussi, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants qui apprennent le français dès le plus jeune âge. C'est bien dommage, parce que les enfants qui font du français l'aiment bien. Je pense qu'on a cet avantage, comme on n'a pas toujours autant de ressources que les anglophones, les profs de français sont beaucoup plus dynamiques et plus créatifs. Et les enfants nous aiment plus en général. On a cet avantage. Malheureusement,
on doit convaincre le système qu'on est aussi aimable que cela pour nous laisser enseigner auprès du public enfant aussi. J'ai déjà montré la couverture pour la 4e classe. D'ailleurs, toutes les couvertures des manuels littéraires sont construites sur le même type. Là, vous trouvez nos personnages. Un avantage de nos manuels, c'est qu'ils grandissent avec les apprenants. La même famille, le grand, accompagne les élèves de la 1re classe jusqu'à la 4e, mais les personnages vont changer d'aspect, de centre d'intérêt, ils vont grandir, ça va contribuer au devenir de l'apprenant aussi. On peut jouer les jeux avec les enfants jusqu'au lycée. Croyez-moi, des jeux de Kim, par exemple, des jeux de mime, ça c'est clair, on peut même jouer avec les lycéens. Les chaises musicales, on peut le faire jusqu'à la fin du collège. Tous ces jeux peuvent être adaptés pour les collégiens aussi. Pour les lycéens, oui, parce que tout le monde adore jouer, mais je ne sais pas si ces jeux correspondent encore à des objectifs communicatifs un peu plus complexes, disons, comme le lycée impose. Mais si vous voulez vraiment faire du ludique, alors n'hésitez pas de transformer toute petite activité en jeu concours, en compétition. Trouvez une petite astuce, mettez les élèves en équipe, mettez-les en binôme, faites-leur changer de place. Je vous disais, ils peuvent lire un texte ou ils peuvent réciter une poésie en imitant un monstre, un robot, un extraterrestre. C'est un exercice de lecture, mais c'est en même temps en jeu qu'on peut faire jusqu'à la fin du lycée. Ça correspond à leurs besoins de s'amuser. Un manuel et un cahier pour CP, oui, il y en a, mais ça fait partie d'un projet développé par l'Institut français de Roumanie et de Bucarest qui envisage le développement de l'enseignement du français dès le plus jeune âge. C'est un cahier publié par l'Institut français de Bucarest. Le cahier s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle le cahier, même si c'est mon cahier aussi. Donc, je suis l'auteur de ce cahier aussi. Si vous voulez l'obtenir, si vous voulez l'avoir, suivez les posts, les messages sur Facebook de l'Institut français parce que de temps en temps, on fait des formations autour de ce cahier pour le CP aussi. Ou bien, cherchez-moi sur Facebook, par exemple, je peux vous donner les coordonnées de la personne responsable de l'Institut français pour vous en procurer un exemplaire. Voilà. Et là, j'ai épuisé les questions. En vous remerciant de votre présence et de votre patience, je vous recommande vivement les manuels de la maison d'édition Littéra pour le cycle primaire, surtout parce qu'il s'agit des manuels de 3e et 4e dont on va lancer les commandes le 16 juillet, donc dans 2 jours seulement. Si je vous ai un peu convaincu, n'hésitez pas de contacter vos écoles. Je vous assure que ces manuels ont été réalisés avec amour pour le français, pour les enfants et pour les collègues enseignants pour faciliter vos vies autant que possible. Si vous ne travaillez pas encore avec des enfants, essayez de le faire si vous pouvez, c'est magnifique. Les retours des enfants sont formidables. Vous allez partir de l'école pleine d'énergie. Et j'espère qu'on va se retrouver à un moment donné autour d'un autre sujet de l'enseignement du FLE. Je remercie la maison d'édition littéraire de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer, de vous parler plus tôt. Je vous souhaite un agréable après-midi.
Je vous dis bonne fête de la France, car on est un 14 juillet aujourd'hui. Et qui sait, à une prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup.